Laetitia Milo tourne actuellement pour TF1 dans un spin-off de la série La Vengeance aux yeux clairs. Catherine Kelly-Lang d'Amour, Gloire et Beauté participe à la version australienne du programme de télé-réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Sinon, Marc Harmon estime que dans NCIS, personne n'est irremplaçable. Autant d'infos passionnantes qui ne font pas débat et dont on ne parlera donc pas aujourd'hui dans Climax. Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles. Bienvenue dans Climax épisode 4 du débat des avis tranchés. Quelques bons arguments, des clashs aussi, et puis surtout beaucoup de mauvaise foi. Tous les mois dans Climax, avec mon équipe d'experts, on s'écharpe avec amour sur les séries. On a donc aujourd'hui autour de la table 3 super experts, encore plus grinçants que le Dr House, encore plus méticuleux que Brie Van de Kamp. Et ils ont tous un seul point commun, c'est celui d'avoir un avis sur toutes les séries, même les plus ringardes. Après, pour le reste, il faut bien l'avouer, ils sont rarement d'accord, comme vous allez le voir. Le principal, c'est que tu admettes que tu as tort. On commence donc avec Stéphanie. Stéphanie, si les plus grands scientifiques s'interrogent encore sur ton degré de mauvaise foi, il y a bien une chose sur laquelle plus personne n'a de doute, c'est ton empathie débordante pour le personnage de Meredith, joué par Hélène Pompeo. Meredith Grey, c'est un gros souci. Puis elle n'est pas attachante du tout non plus. Si elle n'avait pas de voix off, ce serait pas un personnage plus intéressant que les autres. À part Meredith, quel personnage devrait partir pour... Meredith, pour moi. T'as un problème avec Meredith ? Je l'adore. Tu veux lui envoyer un message ? Écoute Meredith, si tu pouvais trouver une autre série, une fiction, un film, vas-y. Ou une cave. Ou une cave, bonne idée. À ses côtés, on a Katia. Katia, c'est un peu Jamie de C'est pas sorcier. Elle recentre parfaitement les débats, elle est toujours didactique et toujours concise. Mais c'est précisément ce qui a changé en fait, et ce qui a changé notamment la longueur des saisons, enfin la longueur des séries, et dans la longueur des séries, la longueur des saisons. C'est clair, non ? Je trouve que c'est très bien. Je trouve que tu devrais reprendre plus souvent la parole. On dirait du Donald Trump. Hein. Et enfin, on a le redoutable Yann. Alors Yann, je crois bien que lorsque tu es revenu sur ta vision très autoritaire de la productrice Shonda Rhimes, qui décide sur un coup de tête du sort de ses personnages, tu as évoqué une drôle de mort brutale. Une scénariste productrice super capricieuse, il suffit qu'elle s'embrouille avec un C'est ça. acteur, et hop, toi je te fais mourir en tombant dans un ascenseur comme... Ça, c'était un clin d'œil à Friends, mais qui n'est pas arrivé dans Grey's Anatomy. C'est parfait, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Et c'était qui ? C'était Joey. Il faisait James Le Ramor. docteur Ramor. Dans Des jours et des vies. Oui, mais dans Friends. Dans Friends. Tu vois, c'est bien, tu recentres bien le débat, on va bien comprendre. En attendant, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une série française. Et si je vous parle d'une table ronde qui ne viendrait pas de chez Ikea, si je vous dis C'est pas faux, si je vous dis Chrétien de Troyes featuring Alexandre Astier, vous pensez à quoi ? Kaamelott. J'adore quand vous faites ça. Eh bien, figurez-vous que ça y est, 10 ans après l'arrêt officiel de la série, Kaamelott va renaître de ses cendres sur grand écran. On l'attendait depuis un moment. On se demandait quand est-ce qu'elle allait arriver et le premier tour de manivelle aurait été donné. Donc, on se demande juste maintenant ce qui va advenir de tous les personnages auxquels on s'était attaché pendant 4 ans, puisque la série a duré de 2005 à 2009. Donc, je vous pose la question, franchement, tout de go, Kaamelott au cinéma, bonne ou mauvaise idée ? Ok. Alors, on va demander à un interprète. Bonne idée. Une très bonne idée. Tout le monde attendait ça depuis 10 ans, depuis la fin de la série. En même temps, on sentait bien qu'Astier allait vers le long métrage, il était passé d'une série qui commençait en épisode de 3 minutes à la caméra café pour le livre 6, qui était des épisodes de 40 minutes. Voilà, il a toujours annoncé qu'il voulait faire ça en film. C'est une arlésienne depuis 10 ans. Et ça y est, enfin, il a la thune pour faire ça, quoi. Après, qu'est-ce que ça va donner ? Ça, c'est autre chose. Pour toi, Katia ? Ouais, très bonne idée aussi. Très bonne idée s'il respecte un certain nombre de choses, et notamment le ton du début de la série qui se distinguait. Enfin, elle était vraiment très bien écrite, hyper drôle. Moi, j'adorais le contraste entre le langage parlé contemporain et les situations complètement absurdes. Bon, bref. Tout ce pourquoi on aimait Kaamelott, qu'il avait un peu perdu, à mon avis, justement, vers la fin, quand il a augmenté... Ouais, dans les 2 derniers livres. Dans les 2 derniers livres, qui est beaucoup plus dramatique. Et c'est une bonne idée parce que, effectivement, tout le monde l'attend. C'est une série culte. Les fans vont aller au cinéma pour voir le film, vont aller au cinéma pour revoir leur acteur. S'ils gardent le même talent d'écriture que pour la série, je pense que oui, ça peut faire un beau succès. Voilà, moi je vais jouer mon Macron, je dirais ça peut être une bonne idée et en même temps ça peut être une mauvaise idée. Ça peut être une bonne idée si il revient justement au ton humoristique et s'il perd pas de vue que c'est une parodie et qu'il y a quelque chose de décalé. Ça peut être une mauvaise idée s'il veut faire son goth à la française avec des super effets spéciaux, genre la grosse trilogie qui va marquer tout le monde.
Donc ça dépend vraiment de ses intentions. Oui, parce qu'il a annoncé que ce serait une trilogie, c'est ça? Ouais. Tout de suite. Tout Donc de suite, déjà, une trilogie, ouais. déjà tout de suite, ça veut dire qu'il a la trilogie dans sa tête. Je pense qu'il aime raconter des histoires, que les sketchs, ça lui convenait moins. Et que justement, le ton de la série a changé parce qu'il a eu plus de liberté et qu'il a pu faire ce qu'il voulait le mieux, en fait. Et donc, vers la fin, je pense que c'est ce qui lui ressemblait le plus. Mais il avait annoncé depuis le début qu'il voulait faire une trilogie Oui. au cinéma. Et effectivement, tout savoir dans quel ton il va aller. Et là, il est plutôt dans un ton un peu à la George Lucas, il fait de trilogie sérieuse, machin. Mais je pense qu'il va aller vraiment vers ça. Ouais. Il a annoncé que ça allait être une comédie d'Heroic Fantasy. Il y aura des éléments comiques. Il y avait quand même des éléments comiques dans les 2 dernières saisons, Ouais. mais c'était vraiment très La ténu. marge. Et mais effectivement, après l'autre gros problème, c'est lui qui va réaliser ça. Et c'est triste à dire, mais c'est pas du tout un bon réalisateur. Déjà dans le ça faut quand même un peu mettre les pieds dans le plat. Quand tu regardes la fin, le livre 6, le dernier épisode, c'est pas très bien mis en scène. Alors, quand tu regardes son film David et Madame Hansen qu'il a fait après avec Isabelle Adjani, t'as l'impression de voir un téléfilm France 3 Limousin avec une Adjani complètement folle dingue et lui qui est super sérieux. Le truc a fait 100 000 entrées. Ça a été une catastrophe, un peu une catastrophe industrielle. À la base, c'était Delon qui devait jouer Monsieur Hansen et il s'est rabattu sur Adjani. Et donc voilà, donc c'est malheureusement pas un super réalisateur. Donc Après, c'est très angoissant. Après, c'est sa vision. Et surtout, t'es pas très sympa avec le téléfilm de France 3. Limousin. Limousin. Je suis pas sûre qu'ils en fassent. Et puis, oui, c'est sa vision. Mais après, un film ne tient pas uniquement sur la mise en scène et la réalisation. À mon sens, ce qui va primer, c'est l'écriture. Et c'est le ton. Pas tant la façon s'il y a des plans séquences ou s'il y en a pas. Ou si... Un petit peu quand même. Ouais, je pense que Beaucoup. s'il fait au cinéma, c'est qu'il a envie de ça. Mais que lui ait envie de ça, d'accord. Mais que ça fonctionne ou pas par rapport au public, c'est autre chose. Il n'y a rien de pire au cinéma qu'un téléfilm filmé avec des chants contre chants, super bateau. Effectivement, si tu arrives à transcender ça par le scénario et les acteurs, ça peut marcher. Mais pour un truc comme ça, qui est de l'heroic fantasy épique, tu vois... Il y a des choses qui sont pas hyper bien réalisées, qui ont quand même super cartonné au cinéma, on est d'accord? Non, mais là, on n'est même pas sûr, on parle pas de succès, on parle d'intérêt, de qualité du film. Ah, d'accord, pardon. Ok. De bonnes ou mauvaises idées. Je rebondis juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Katia. Tu disais tout le monde attend cette version cinéma, mais c'est qui tout le monde en fait? À qui ça peut s'adresser Kaamelott parce que la série a commencé en 2005, donc elle a 14 ans, même si elle s'est arrêtée en 2009, ça fait quand même 10 ans dans la vue. En effet, mais ça fait partie, on en a parlé lors d'un précédent débat, ça fait partie de ces fameuses séries cultes. Il y a une vraie communauté de fans sur cette série-là. On en connaît quand même, les fans en connaissent un certain nombre de répliques. Tu les as rappelées en introduction. Donc déjà, on en est gros, c'est pas faux. Ouais, je crois que c'est passé les générations. Je pense que tu peux aller de 30 à 45 ans, voire même un petit peu avant, parce que tu as les parents qui ont fait découvrir ça à leurs enfants. Parce que en plus, comme c'est une série moyenâgeuse d'Heroic Fantasy, il y a un côté intemporel dans ce que tu vois. C'est Arthur, c'est la quête du Graal, c'est quand même un thème hyper connu. Après, moi, je pense que c'est la difficulté qu'il va rencontrer, c'est-à-dire d'arriver à plaire aux nostalgiques et d'attirer un nouveau public et de séduire les deux. Sans partir, par exemple, en faisant assez de clins d'œil à l'original pour que les nostalgiques s'y retrouvent et en les perdant pas les nouveaux, en faisant un truc un peu, De toute façon, inédit, quoi. Il va les perdre parce que ça va être, en gros, le film, c'est la suite directe du livre 6. Donc, c'est vraiment, on était dans la continuité de la série. On reconnaît bien là ton optimisme. Oui, VA. Non, mais c'est un mythe connu. Et c'est pas un défaut Non. faut savoir à qui s'adresser. Je trouve il faut qu'il s'adresse aux gens qui sont fans de la série. Ah, c'est pas faux. La série Kaamelott, c'est une série hyper importante dans l'histoire des séries en France, je trouve, parce que c'est vraiment la première série qui a vulgarisé la culture geek. Ouais, mais... sur les grandes chaînes de télé à l'heure de prime time, en fait. C'est pour ça qu'il a créé une communauté absolument énorme. Et c'est pour ça que tout le monde l'aime encore, c'est parce qu'il a vraiment... Oui, c'est là où c'est l'explosion de la culture geek en France. C'est là où ça change tout, c'est que là, c'est du cinéma. Et je pense que le mec se dit... je pense que le réalisateur se dit, là, j'ai les moyens du cinéma, là, je peux raconter mon histoire pour un plus grand nombre. Et je vais m'adresser à un plus grand nombre. Et quand tu fais un film au cinéma, tu fais pas pour t'adresser qu'à tes fans. Mais c'est l'inverse, Steph. Tu t'adresses à un plus grand nombre, a priori, à la télévision. La télé est plus regardée que le cinéma. Ce que je veux dire, c'est que tu touches un public plus large. C'est-à-dire que avec Kaamelott à la télé, tu touches un certain public, ils vont devenir fans de ton truc, tu les as. Après, au cinéma, t'as tes fans, mais tu veux choper les autres, en fait. Oui. Tu veux agrandir ton truc. Donc, il aurait tout intérêt à mélanger les deux. Il a un autre atout dans sa manche, Alexandre Astier, c'est son carnet d'adresses. C'est-à-dire qu'il va être capable de faire venir des acteurs très connus. Alors, il y en a certains qui ont débuté dans Kaamelott, enfin, qui ont débuté en tout cas, qui n'étaient pas des visages très connus à l'époque, Audrey Fleurot. La Reine du Lac.
Exactement. Alors je dis pas que c'est une superstar, mais quand même c'est quand même un nom aujourd'hui en France. J'imagine qu'elle acceptera de revenir. Et puis c'est un homme de bande aussi, c'est-à-dire que tous les gens qui jouaient dans la série, alors, sans compter sa famille, puisque son père joue dans la série, joue Léo Dagan, son frère, sa mère, sa belle-mère, sa belle-mère, ses enfants. Mais tous les autres acteurs, les Chevaliers de la Table Ronde, l'ont suivi dans ses autres aventures. Je pense que tous répondront présents, d'autant qu'ils n'ont pas fait grand-chose depuis. Et puis il va faire venir aussi quelques acteurs un peu connus. Alors justement, qui on a envie de voir revenir? Perceval et Caradoc. Perceval, ouais. Et Borat, non. Bohort. Merlin, la Dame du Lac. On a envie de vous la voir. Et surtout Guenièvre. Oh là là. Un Giroir, on l'adore. Mais après, tous les personnages qu'on aime, c'est les personnages qui ont quasiment disparu des deux derniers livres. C'était les sidekicks d'Arthur qui commençaient à devenir plus importants quelque part qu'Arthur lui-même. Et t'as l'impression que c'est ça qui a fait péter un boulon aussi à Alexandre Astier, c'est qu'il s'est dit, mais je comprends, je fais la série, c'est moi qui écris, c'est moi qui réalise, c'est moi qui fais tout, et au final, les personnages que tout le monde aime, c'est tout le monde sauf moi, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'il a fait exprès, dans les deux derniers livres, dans les trois, même quand ça commençait à devenir un peu plus sérieux, à recentrer tout sur lui, quoi. C'est ça qui est bien, je trouve, dans la série, c'est que c'est un peu le mec le plus intelligent de la pièce, et ça aide le processus d'identification, parce que, en fait, il est entouré de cons, et on a tous, on a un peu tous le sentiment d'être entouré de cons. Ça veut dire quoi pour nous, ce que tu viens de dire, là? Pas dans cette pièce. C'est qui le Arthur de la pièce? Dans la vie, en général, on a l'impression d'être entouré d'idiots, et la télé-réalité, par exemple, ça marche pour ça, je pense, parce qu'on se sent intelligent. Et quand on regarde Kaamelott, on est tellement à sa place, et on se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est ça qu'on a perdu au bout d'un moment, malheureusement. Et c'est pour ça, s'il retrouve ça, franchement, il peut toucher tout le monde. Mais en plus, il n'a pas dit, on ne sait pas, ou alors vous êtes mieux informés que moi, mais on ne sait pas à l'heure actuelle si la trilogie va se dérouler chronologiquement après la fin du livre 6. C'est après. On le sait? C'est après. C'est annoncé, c'est tourné. En fait, il y a déjà plein de codes. Il y a déjà la photo au Maroc du coucher de soleil qui ressemble. C'est un énorme clin d'œil à Star Wars, la planète Tatooine. T'as aussi sur le site de Kaamelott, il a laissé une photo de tablette de runes. Oui, c'est un message de recherche, de mise à prix de Venec, le marchand d'esclaves, qui l'a aidé dans le dernier épisode de la saison 6 à se barrer. Donc non, c'est vraiment clairement. Et puis il a annoncé le post qui annonçait le tournage. Ça commençait avec le retour du héros, qui est la phrase, bientôt on va voir le retour du héros, qui est la phrase de fin qui s'inscrit dans le dernier épisode du livre 6. Oh mon Dieu, est-ce qu'il sait ce qu'il dit ? Là, honnêtement, je saurais pas dire. Est-ce qu'il va pas aussi tirer la conclusion des audiences de Kaamelott, parce que je crois que Kaamelott est allé jusqu'à 5 millions de téléspectateurs, ce qui était énorme en plus sur M6. À l'époque où il était à fond dans l'humour, dès lors qu'il a commencé à devenir sérieux, les audiences ont chuté. Donc est-ce qu'il n'a pas tout intérêt plutôt à laisser un peu cette partie-là de côté et à nous pondre quelque chose un peu qui ressemblerait davantage à Astérix contre Cléopâtre, un truc à la fois avec une histoire qui sert de prétexte, mais une succession de gags, de personnages drôles. Ce serait bizarre. Le dernier épisode sur M6, ça fait 2 millions. 2 millions le dernier épisode du dernier livre. Donc ça ne nous suffit pas, monsieur. mais malheureusement, je pense que c'est pas ce qu'il veut lui, et c'est pas l'ambition qu'il a. Moi, je pense qu'il a l'ambition effectivement d'écrire une vraie histoire. Et là, il se dit, je vais avoir les moyens du cinéma. Donc, je pense qu'il veut que ça claque. Il veut montrer des batailles. Enfin, à mon avis, il veut faire un beau truc, quoi. Mais l'un n'est pas incompatible de l'autre. Mais c'est vrai que même quand il a démarré sur M6, en fait, la raison pour laquelle je crois il l'a fait à la télévision, c'est parce qu'il n'avait pas les budgets pour le faire au cinéma. Et donc, il a préféré attendre, se faire la main, tout ça. Mais au départ, au départ, on n'en a pas parlé, mais c'était un court-métrage qui s'appelle Dizirae, qui était déjà un truc absolument juste génial. Dedans, t'as tous les acteurs de Kaamelott, t'as exactement le même ton, le même humour, le mélange de Michel Audiard et des Monty Python Sacré Graal. Voilà, effectivement, je pense qu'il... L'ambition, elle était comique au départ. Ouais, et je pense qu'il a toujours eu l'ambition de faire ça au cinéma. Bon, personne ne le connaissait. C'est un mec qui vient de Lyon, toute sa troupe, toute la troupe d'acteurs, ils viennent de ce coin-là. Donc, c'était pas des gens qui étaient vraiment connus. Après, c'est les gens de Calt qui ont, après la fin de Caméra Café. Et c'est a priori, c'est Yvan Le Bolloc qui a découvert le court-métrage, et c'est lui qui a enfin un peu enclenché le truc. Qui apparaît d'ailleurs de temps en temps. Ouais, qui apparaît dedans. Et donc, c'est comme ça que c'est devenu le remplaçant de Caméra Café. Mais il faut aussi dire que Caméra Café a aussi ouvert la porte en
Au shortcom. Au shortcom et en montrant la grande qualité des shortcoms, parce que tu avais des shortcoms bien dégueulasses aussi. Mais il le disait lui-même, au début, les petits formats lui convenaient moins. Et il voulait faire un truc sur du 52, ça lui convenait mieux. Donc je pense qu'il a jamais été fou non plus de ce truc de sketch, quoi. Ouais, c'est paradoxal, parce que franchement, on est tous peut-être d'accord pour dire que c'était là où il était le meilleur, le plus drôle, c'est dans les trucs où il avait plus de contraintes. Ouais. Je suis pas sûre qu'il renie complètement ce qu'il a fait au début. Je suis pas sûre que que le fait de faire une trilogie soit incompatible avec le fait de faire une comédie. Ça peut être une comédie d'Heroic Fantasy. Enfin, c'est compliqué, c'est très très compliqué à faire. Les comédies d'Heroic Fantasy, c'est... D'accord, mais on parlait de son ambition à lui, de ce qu'il voulait. Là, on est en train d'essayer d'imaginer ce qu'il veut. Je sais pas, faire un film de qualité, c'est pas incompatible avec faire une comédie. Enfin... Et la série, aujourd'hui, elle est rediffusée en boucle sur W9, on la voit aussi sur Paris Première. Cependant, est-ce que elle n'est pas un peu trop vieille aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup de téléspectateurs qui sont passés à autre chose, qui l'ont oublié? Est-ce qu'il y a encore un phénomène Kaamelott ou un phénomène même Alexandre Astier? Est-ce que ça a vraiment aujourd'hui encore un pouvoir en tout cas au théâtre, d'attirance, en tout cas? Au théâtre, oui, parce qu'il fait il a fait plusieurs spectacles qui ont vraiment cartonné. C'est un mec qui garde... Quoi qu'il arrive, qui garde une aura. Ouais, c'est très parisien, cela dit. Hein. Le théâtre, c'est très parisien. Il n'est pas parti en tournée, tout ça. On peut se poser la question pour mais moi. C'est un mec qui a gardé une aura vis-à-vis de son public quand même assez dingue. Pour le coup, je suis d'accord. Je trouve que son nom évoque quand même un truc qualitatif et un truc nouveau à la télé, un ton, quelque chose où tu te dis que tu vas avoir quelque chose de bien. Mais pour nous, oui. Et pour les fans de Kaamelott, oui, bien sûr. Mais pour le grand public, moi, pour le coup, je sais pas ça. Si tu te coupes, si tu essayes de dire « Ah non, mais je vais pas m'adresser aux gens qui sont fans de la série, je vais m'adresser aux gens qui la connaissent pas », bah, tu vas perdre tout le monde. Les gens qui la connaissent pas, ils s'en foutent. Et ils s'en foutront quand le film sortira. Et les gens qui sont fans de la série, quand tu vois la bande-annonce et qui vont dire « Ah non, mais c'est pas du tout la série que j'aime, jamais j'irai voir ça ». C'est le problème de tous les... L'intérêt de mixer les deux. Et c'est tout le problème des adaptations de séries au cinéma. Non, mais je suis d'accord, mais pour répondre à la question de Fabrice initiale qui était est-ce que Alexandre Astier, ça évoque quelque chose pour la... J'aime pas trop dire jeune génération, parce qu'à contrario, ça voudrait dire qu'on est vieux, mais... ouvre les yeux. Mais on est vieux. Mais ouvre les yeux. Bref, est-ce que ce nom-là évoque quelque chose pour les moins de 30 ans? Je suis pas persuadée, mais... Moi, je pense. Moi, je pense que, ouais, oui. En tout cas, dans l'univers vraiment geek français, même c'est un mec qui est hyper important. C'est au niveau des fans de jeux de rôle et tout. Enfin, c'est vraiment c'est quelqu'un en France. Il y a des mecs comme ça. Il y a que lui. Mais, c'est le mec qui était ailleurs, qui était pas du tout dans la même mouvance que les nuls ou les inconnus, qui a vraiment créé un humour nouveau. Il a créé un univers, quoi. Ouais. Kaamelott, c'est lui. Ouais, c'est un peu comme Chabat, un peu moins grand public, mais c'est un nom marque quasiment. Ouais, c'est presque une marque, exactement. Alors pour me mettre d'accord, je voulais juste vous demander, pour finir la première partie du débat, quelle réplique vous avez envie de réentendre dans cette version ciné? C'est pas faux. Pareil, c'est pas faux. D'accord. C'est vrai que c'est pas faux. Vous voulez pas varier un petit peu? Non, on est d'accord. Hein, on en a gros. Tu sais, on en a gros. Oui, c'est vrai, on en a gros. Joel Clodo aussi, c'était drôle comme expression. C'est Léo Dagan qui disait... Le gras, c'est la vie. Allez, avant d'attaquer la deuxième partie de notre débat, je vous propose de vous plonger dans l'univers bling bling de Dynasty. Et si vous n'avez jamais vu cette série culte d'Aaron Spelling, pas de panique. Nous allons justement vous donner quelques petites infos pour que vous puissiez faire croire le contraire. Première info, 1981, Ronald Reagan est élu président. Dans la foulée, ABC lance la série Dynasty. Dans sa ligne de mire, Dallas qui bat des records d'audience sur CBS. Elle confie cette saga au budget pharaonique pour l'époque à Aaron Spelling, le producteur connu pour avoir lancé des séries à succès aussi crédibles que Drôle de Dame, L'amour du risque ou La croisière s'amuse. Un seul mot d'ordre, du luxe, du luxe et du luxe. Le caviar est excellent, il vous plaira. Alors ça m'étonnerait, c'est de l'Ossetrova et je ne mange que du beluga de Petrosian. Deuxième info, l'histoire, elle est plutôt basique, on va dire, pour un soap. À Denver, le magnat du pétrole Black Carrington, marié à la blonde Christelle et sa coiffure en rideau de théâtre, mène un combat sans merci contre son ex-femme, Alexis Colby, la patronne tout en épaulette de la Colbico. Et tous les coups bas sont permis. Alors je possède aujourd'hui tout ce qui était à toi et tu n'y peux rien. Sois maudite, Alexis. Je vais te tuer. Troisième info, une première dans une série, Stephen Carrington, l'un des personnages principaux de la série, est gay. I'm a homosexual, Dad. I'm gay.
Certes, on ne le verra jamais au lit avec l'un de ses amants, et il finira d'ailleurs par épouser 2 femmes. Il n'empêche, pour l'époque, c'est du jamais vu. 4e info, amour contrarié, brisage de carrière, coucherie, essence de la répartie, dynastie, c'est le règne de la démesure. Le climax, un mariage en Moldavie qui, suite à un coup d'état bien sûr, laisse tous les personnages dans un bain de sang avec à la clé un record d'audience, 60 millions de téléspectateurs. Mais trop c'est trop, les histoires de sosies, de revenants et même d'extraterrestres finiront par avoir raison de la série. 5e info, dans Dynasty, la gifle est un moyen d'expression très répandu. En effet, la série a popularisé ce que l'on appelle aux États-Unis le catfight, autrement dit le crépage de chignon entre femmes, donc... Alexis, oui, attendez, je ne vous ai pas remercié. Et Christelle et Alexis s'en donneront un cœur joie dans des scènes devenues désormais mythiques. Si vous voulez une revanche, vous me sifflez. Si vous osez... On se retrouve pour la 2e partie de notre débat. On vient de parler longuement de Kaamelott et de ce que l'on pouvait attendre de sa version ciné. Et du coup, on va aller un petit peu plus loin et se demander ce que l'adaptation de séries sur grand écran a pu donner jusqu'ici, par le passé. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, aujourd'hui, on le sait, pas mal de projets de séries qui pourraient passer sur grand écran. Donc la question, elle est simple, c'est les séries survivent-elles à leur passage au cinéma? Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas faux. Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. Katia. Ok, ça tombe sur moi. Ça dépend, ça dépasse. C'est toujours pareil. Réponse de Nord. La violence de la réponse, là. Globalement, pas vraiment. Souvent, ce qui a bien fonctionné, c'est la parodie. Par exemple, Charlie Angels, qui était une parodie de la série initiale, était plutôt bien faite. Drôle de dame. C'était déjà parodique un peu à l'époque. Oui, enfin non, je pense qu'ils étaient assez premier degré à l'époque. Les Américains, ils étaient assez premier degré sur les... Ah bah si. Les agents très spéciaux, ce genre de choses, ça fonctionne assez bien quand on assume. Il y avait aussi 21 Jump Street, mais je suis pas sûre que... C'est une parodie aussi. Ah non, mais ouais. Mais c'est pas une... Enfin, moi, je trouve que c'est pas une réussite. Moi, je pense qu'en fait, par rapport à la question, pour moi, c'est 2 trucs différents. C'est-à-dire que Mission Impossible, t'aimes les films, mais la série est à l'écart, en fait. Tu compiles pas les deux. Pour moi, t'as la série des Missions Impossibles au cinéma et t'as la série Mission Impossible qui reste culte. Mais tu te dis pas, bah oui, effectivement, ça vient de cette série-là. Enfin, je trouve que les trucs se séparent, en fait. J'ai même l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui vont voir Mission Impossible au cinéma, et la jeune génération notamment. Je suis pas sûr qu'ils sont au courant que c'était à la base une série. Non, mais on est passé vraiment à autre chose. En fait, la question, si on veut la simplifier, parce qu'effectivement, sinon on va toujours s'accrocher sur le terme de survivre, c'est plutôt, est-ce que c'est une bonne idée, en général, d'adapter une série au cinéma? Oui. Non. Après, ça dépend ce que t'en fais. Il y a un autre élément dont Katia n'a pas parlé, c'est de savoir qui fait l'adaptation de la série au cinéma. T'as pas mal de séries où t'as l'équipe créative de la série qui passe au cinéma, et t'as d'autres séries qui sont adaptées par des gens, genre 21 Jump Street ou Mission Impossible. C'est pas les gens qui ont fait la série qui ont fait les films. C'est vraiment 2 univers différents, et c'est en général les séries qui sont adaptées au cinéma par des gens qui ont fait la série plutôt tendance à survivre à peu près au passage au cinéma, avec la grande exception de Sex and the City, qui est un carnage de l'esprit de la série au cinéma, tu sais, de délire bling bling. Oh, le premier, ça va. Non, je suis d'accord, c'était... C'est une catastrophe. En fait, et surtout, ça trahit... C'est le 3e qui est bling bling. Ça trahit complètement l'esprit de la série. C'est vraiment la seule pour moi. Sinon, toi, même Star Trek, c'est Gene Roddenberry qui a fait le film. Donc le passage... on revient toujours à Star Trek. Star Trek, c'est l'exemple de la série qui a réussi son passage au cinéma. Mais parce que Star Trek... Non, mais en plus, Star Trek a réussi justement à réunir les fans de Star Trek et ceux qui n'aiment pas du tout Star Trek, parce qu'il a réussi à faire un truc très accessible, en fait. Il y a des gens qui n'aiment pas Star Trek, Stéphanie ? Malheureusement. Mais je pense que vous parlez pas des mêmes Star Trek, parce que lui, il repense au Star Trek carrément de 1978, alors que toi, tu parles des Star Trek... moi, je parle des derniers. Oui, mais justement, c'est que c'est... c'est pas les mêmes gens, du coup, quand même. Ouais, mais je veux dire, le passage de la série au cinéma, c'est Roddenberry qui l'a fait. Oui, ils essaient de garder son esprit. Et après, ils ont toujours essayé de garder l'esprit de la série dans tous les films. Mais les derniers, c'est pas des reboots, plutôt? Si, mais tu vois, ils ont gardé quand même quelques esprits de Star Trek. C'est-à-dire, quand t'es fan, même si le reboot, il est plus loin et il est plus adressé à des non-fans,
ben, tu gardes quand même ton petit truc Star Trek, t'as des clins d'œil, Ce qui tu te marres. c'est pas nécessairement lié à la personne qui le fait, parce que c'est quand même pas la personne. Bah, c'est des fans de Star Trek en général qui le font. Donc Vraiment, ils là, pour connaissent le coup, bien l'univers. C'est la seule franchise qui a réussi à respecter ça. Il y a un nombre invraisemblable de films et tout. Mais Deux flics à Miami, c'est pareil aussi, c'est la même. Enfin, c'est Michael Mann. Oui, mais pour le coup, ça c'est une réussite. C'est ça. C'était pour abonder dans le sens de Yann qui n'est pas d'accord. Oui, j'aime pas trop le film. Mais effectivement, Michael Mann, c'est le. Mais en vrai, c'est ce qui est amusant dans Miami Vice, c'est c'est le mec qui a fait Miami Vice la série, mais le Miami Vice, le film, il n'a quasiment rien à voir visuellement. On est vraiment dans un autre délire et c'est très pour différent. le coup, c'est très intéressant aussi. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais effectivement, le principe de casser complètement l'image de la série pour en faire un film. Mais c'est aussi quelque part aussi un problème parce que tu gardes le nom de la série, qui est une série qui est connue par plein de gens, pour en faire des espèces de trucs abominables, genre, fais-moi peur, Starsky Non, mais Hutch. c'est exactement ça. C'est des franchises, en fait. C'est exactement ça. Le problème, en fait, moi, je pense que c'est une mauvaise idée de faire de faire des séries en film. Parce que ce qui les intéresse, c'est juste d'avoir déjà une audience, de plus facilement vendre leur truc. Mais au final, la série, ils s'en tapent. Et donc, du coup, ils veulent faire un film. C'est qui, ils ? Les réalisateurs qui font, je sais pas, des agents très spéciaux, par exemple. Le film est très sympa, très bien. Il y a la patte du réalisateur, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la série. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça respecte à mort la série. Mais c'est du tout. Ah si. Il y a une coolitude qu'il y avait déjà dans la série, espèce de James Bond un peu décalé. Ah non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une relecture moderne de la série absolument géniale. Bon, après, moi, je suis ultra fan du film. Mais moi, j'adore le film. Non, mais j'adore le film. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la série. J'aimais beaucoup la série et la série était complètement différente. C'était pas du tout la même atmosphère. En même temps, on parle d'une série des années 60, donc déjà que pas mal de gens ont dû oublier. Et je suis pas sûr qu'on ait une image extrêmement précise de la version avec Robert Vaughn. Si, c'était un truc, c'était du James Bond cool. C'était des agents secrets, quoi. Ouais, mais un peu cool, sans être parodique. Mais il n'y avait pas le côté beau gosse, un peu histoire d'amour, machin. Si, je pense que David McCallum, il a fait sa carrière sur des agents très spéciaux. McCallum. Doki de NCIS. Il a une tête d'épouvantail. Ah non, mais c'était à l'époque, c'était un Robert Vaughn, le beau gosse. Ouais, mais les deux, ils ont fait. Ça coupe au bol. Après, ils avaient fait une version féminine d'ailleurs. Girls from Uncle. Avec Stephanie Powers. Avec Stephanie Powers. Grande qualité. Il y a un dernier cas aussi en ce qui concerne les séries adaptées au cinéma. C'est quand la série s'arrête brusquement et que il y a un film pour boucler l'histoire. Ça a été le cas notamment de Firefly, une autre série culte pour quelques geeks. Et le film, Serenity, est arrivé quelques années plus tard pour essayer de boucler la fin de la série qui s'arrêtait au bout de, 13 ou 14 épisodes, enfin assez rapidement. Et t'as aussi le réalisateur qui est complètement fou, qui transcende sa série déjà complètement folle, c'est David Lynch avec Twin Peaks, qui fait une espèce de préquel absolument génial de la série avec son film. Après, je trouve que c'est une bonne idée dans le cas, par exemple, de Downton Abbey, où on reste sur une histoire qui est pas vraiment terminée, où c'est des parcours de vie, et où tu peux les retrouver, et il peut leur arriver plein de choses encore. Donc c'est une suite, et c'est pas trop longtemps après, donc t'es dans le même univers, t'as les mêmes acteurs. Donc ça me paraît plus logique. Ça, c'était en cours de tournage. Ça s'arrêtait en 2016 et c'était en cours de tournage pour une sortie au cinéma. Après, est-ce que c'est pas la limite de l'exercice ? Parce que d'abord, c'était Downton Abbey, c'était quand même le même auteur que le film Gosford Park. Et Downton Abbey avait quand même beaucoup copié sur sa trame le principe de Gosford Park. Donc là, il y a presque un retour aux sources en disant tiens, on va refaire la même chose. Alors oui, mais sauf qu'on s'est vraiment beaucoup attaché au personnage. Là où Gosford Park, c'était un seul film très très beau et effectivement, on retrouvait beaucoup de Gosford Park dans Downton Abbey, mais là, c'est Downton Abbey qu'on aime, dont on se rappelle. En fait, c'est les personnages qu'on aime, et donc on est content de les retrouver. Et puis en fait, c'est un concept qui existait déjà, parce qu'il y avait la série, par exemple, Upstairs, Downstairs, qui parlait aussi des relations entre les aristocrates et ceux qui étaient en dessous. Donc, leurs serviteurs. Voilà, leurs serviteurs. Donc c'est un principe qui est un peu universel. C'est pas ça qu'on recherche dans Downton Abbey, effectivement. Mais est-ce que le fait que Downton Abbey était quand même construit comme un feuilleton plus que comme une série, est-ce que finalement, c'était pas bouclé finalement ? Un feuilleton, c'est sans fin. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une version cinéma de Downton Abbey ? C'est les limites de l'exercice de l'adaptation de Downton Abbey. C'est vraiment, typiquement pour les gens qui vont au cinéma, je pense que Downton Abbey, ça leur parle vraiment pas beaucoup. C'est un truc que... Moi, j'ai vraiment des doutes sur le succès. Mais les gens qui vont au cinéma, c'est des gens qui regardent aussi les séries. Ils n'ont pas la même manière. Ah non, mais c'est là... Oui, mais c'est des gens qui consomment du feuilleton. Ce que tu aimais bien dans Downton Abbey, c'est le fait que tu voulais savoir est-ce qu'elle va se marier, est-ce qu'elle va avoir des enfants, est-ce qu'elle va se faire plaquer, est-ce que son mari va mourir.
Mais donc c'est sans fin en réalité. Bon, là ils avaient bouclé, tu voyais, une elle s'était mariée. Quand même, pardon, mais c'est une vision hyper caricaturale de la série, quoi. Enfin, c'est pas que ça. Non, mais d'accord, mais une fois que tu avais compris le concept sur cette saison, finalement. Le feuilleton. Qu'est-ce que toi tu attends du film? Alors, par exemple, Downton Abbey, quand ça a démarré, c'était au moment où les choses changeaient dans les rapports entre les domestiques et l'aristocratie, où celle-ci était remise un petit peu, en cause sur ses privilèges, etc. Là, on arrive, je sais pas, peut-être 20 ans après le début de la série. Les avoir perdus. Et là, on arrive à la crise de 29, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, donc il y a plein de choses encore à raconter sur la société anglaise à cette époque-là. Ce n'est pas que du feuilleton Downton Abbey. On peut même parler de Breaking Bad, où il vient d'annoncer le... C'est la vie de Jesse, hier. Ouais. Sur Netflix. Une suite directe du dernier épisode, mais ce sera un film Netflix. Pour quelle adaptation de série tu serais prête à te déplacer au cinéma? Alors, je serais prête à me déplacer pour Manimal. Pourquoi? Petit clin d'œil, Yann. On ira ensemble, Steph, moi aussi. Mais oui, parce que là, justement, on aura des bons effets spéciaux. Et puis, si nous mettent Leonardo DiCaprio, genre dans le personnage principal, mais franchement, ça peut être un truc incroyable, Manimal au cinéma. D'ailleurs, non, Leonardo DiCaprio, je crois qu'il est super intéressé par une éventuelle adaptation de Manimal. Je veux dire, il le regarde en boucle, les 8 épisodes. Franchement, c'est une super idée. Le mec se transforme en aigle. Ouais. Et là, avec sérieusement. Et il n'empêche qu'il a tout fait. Il a été attaqué par un ours, il peut bien se transformer en aigle. Et en panthère. Il donnerait de la profondeur, tu vois, au personnage. Et en plus, avec plus que ce qu'il y avait dans la série, ça va. Et avec Kate Winslet dans le rôle de sa. Kate Winslet, bien sûr. Parfait. Mais franchement, ce serait idéal. Tu peux pas faire une version sérieuse de Manimal. Mais si, et ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être un Dexter, mais avec Tom Hardy. Tom Hardy ou Christian Bale, tu vois, un truc qui claque. Avec des psychopathes, quoi. American Psycho, quoi. Ouais, un truc encore plus dark, encore plus... ouais, ça, ce serait pas mal. Katia, toi, quelle série tu aimerais bien voir sur Non, mais pas mieux que Steph. Non, mais Manimal, on a dit stop, on arrête Manimal. Il y a un veto. La cire, un Tintin. Des animaux. Non, pour de vrai, moi, pour rebondir sur le fait que certaines séries se sont arrêtées, et que c'était un peu frustrant, moi j'adorais, c'était mon plaisir coupable, Dark Angel. Redonnez-moi la fin de l'histoire de Jessica Alba et Michael Weatherly. Avec les mêmes acteurs. Oh. Alors je sais pas ça, je suis pas bégueule. Hein, et sinon, Yann, toi, quelle série tu aimerais bien voir? Moi, c'est plutôt les séries que j'ai pas envie de voir. Ah oui, et je pense qu'ils vont arriver. Et moi, je pense beaucoup à Soda avec Kevin Adams. Non, mais on parle de vraie série là. Ah bah non. Il est trop vieux maintenant. Mais non, justement, c'est un Soda vieux quoi. Je pense comme il va pareil, sa carrière est old. Ouais, old. Sa carrière est tellement en train de partir en vrille qu'à un moment, il va forcément refaire Soda et je pense qu'il peut le faire qu'au cinéma. Ça sent comme une menace, tu sais. On ne nous aura rien c'est Soda is coming, c'est un peu comme dans Game of Thrones. Hein. Non, sinon, je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée les adaptations de séries au cinéma, donc parce que c'est pas. Moi, c'est le côté temporalité feuilletonnant que je trouve vraiment passionnant et que tu retrouves pas au cinéma. Au cinéma, c'est une œuvre unique. Quelle série donc? Chère Stéphanie, chère Katia, vous n'avez pas envie de voir au cinéma? Qui est inadaptable au cinéma? Alors, inadaptable, Les Sopranos. Parce que James Gandolfini, non. Ouais, mais... S'il n'y a pas James Gandolfini, il n'y a pas Les Sopranos. Quoi. Ils vont faire après quoi, non? Ils n'ont pas annoncé. Non, mais c'est quoi, même, faut pas toucher aux Sopranos. D'accord. Non, Les Sopranos. Alors attends, j'ai la suite. Mad Men. Mad Men, exactement. Voilà, non. Mad Men, c'est John Hamm, non. Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, il n'y a rien à ajouter. C'est bon, on a le chef-d'œuvre. C'est parfait. Et Rectify, pareil. Ah ouais, alors là, pour le coup, je suis complètement d'accord. Parfait, pas besoin de faire un film. Tout est là. C'est bon. Tout est dit. Ouais. D'accord. Super. Et Six Feet Under, on a déjà la fin qui était juste une des plus belles fins de série du monde. Donc là, refaire un film derrière, ce serait vraiment gâché. Et ce projet de L'homme qui valait 3 milliards? Oh, moi, je trouve ça super excitant. Ouais. Surtout si c'est Mark Wahlberg. Bah ouais, c'est toujours lui qui est attaché au projet, mais il est un peu en perdition le projet. Mais attends, là. Il a retrouvé la forme là. Il a fait son défi, il a repris, il est tout fit, c'est parfait. Il aura le fameux le ralenti là, la musique. Non, oui, le ralenti avec son jogging orange. Ah oui, c'est au ralenti, mais moi je l'imagine trop. Toi, t'as retenu le jogging orange de L'homme qui valait 3 milliards. Tu t'es pas dit, il a un œil bionique et tout ça, c'est ça. Ah non, mais le générique avec le jogging orange, lui, qui court au ralenti, mais ça m'a marqué, moi, à vie.
Et je vois tout à fait la Mark Wahlberg en train de courir au ralenti et tout, ça va être top. Le fait qu'il n'y ait pas tant de projets actuels, à part Charlie et ses drôles de dames par Elizabeth Banks, ou même Nous qui veut les 3 milliards qui ont en perdition dans le développement, elle, comme Star Trek d'ailleurs. Le nouveau Star Trek, on ne sait plus du tout où ils en sont avec tous les scénarios. Parce que le dernier a moins marché. Enfin, à la fin, on en a eu beaucoup, là, des Star Trek. Non, faut continuer. Ça marque aussi l'espèce d'arrêt des adaptations de séries au cinéma. Des fois, il y a déjà beaucoup moins de séries adaptées, vu qu'elles ont quasiment toutes été adaptées, les séries un peu cultes. Et surtout, les adaptations, elles marchent quasiment plus, quoi. C'est des échecs artistiques et commerciaux. Eh ben, j'aime bien ta conclusion, Yann. Oui, c'est moi. Sur le fait, effectivement, que quand même, très souvent, ça, au niveau du box-office, ça ne porte pas forcément ses fruits d'être tiré d'une série télé. Et donc, on va conclure avec ça et se dire qu'on n'attend rien de ces séries télé, à part, bien sûr, Kaamelott, puisque là, visiblement, j'ai 3 fans autour de la table. Et Downton Abbey. Et Downton Abbey, puisqu'on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est magnifique. Et voilà, c'est déjà la fin de Climax épisode 4. Je sais, c'est terrible. C'est encore plus tragique que la suite de Kaamelott qu'on attend donc au cinéma. Donc je remercie Katia, je remercie Stéphanie. Et puis je remercie Yann pour cette participation si inspirée. Cette histoire entre nous est finie. C'est terminé. Nous, on se retrouve en tout cas à la mi-mars pour un nouvel épisode de Climax. Vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcasts, sur Spotify, Deezer, Pipa, sur iTunes ou sur SoundCloud. D'ici là, on compte sur vous pour nous faire passer sur grand écran. Allez, ciao à tous. Ciao Fabrice. Salut Fabrice. Tchuss.